Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer BioNTech. Je m'appelle Stéphane Hardy, je suis modérateur de ce webinaire. Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI, est financé par l'Agence de la santé publique du Canada et propose des ressources en application des connaissances afin d'informer les politiques et programmes de santé publique partout au pays. Je tiens à souligner que le CCNMI est situé sur les terres faisant partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene et qui sont au cœur de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Le CCNMI tient au respect des traités qui ont été conclus relativement à ces terres, reconnaît les préjudices et les erreurs du passé et un petit instant, on me dit que j'ai pas assez de volume. Euh, Pardon. Est-ce que c'est mieux? Voilà, je poursuis. Le CCNMI tient au respect des traités qui ont été conclus relativement à ces terres, reconnaît les préjudices et les erreurs du passé et s'engage à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de coopération. Quelques détails d'ordre pratique. Nous diffusons ce webinaire à l'aide de la plateforme Zoom. Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez écrire à nccid@humanitoba.ca et on fera de notre mieux pour vous aider. Vous constaterez que la boîte de chat a été désactivée. Pour poser vos questions concernant la thématique de ce webinaire, s'il vous plaît, cliquez sur l'onglet Questions et réponses, Q&A, situé au bas de votre écran. Je vous invite à prendre un moment pour localiser l'onglet Questions et réponses. La séance de questions et réponses en direct avec les conférenciers aura lieu après les communications. Cela dit, vous pouvez soumettre vos questions à tout moment durant ce webinaire. Vous pouvez également aimer la question de quelqu'un d'autre et ainsi, celle-ci sera priorisée par rapport aux autres. Enfin, sachez que l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapos des conférenciers seront mis à disposition sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Ce webinaire a pour but d'informer les prestataires de soins de santé et de vaccins sur les recommandations du CCNI concernant l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer BioNTech. Le webinaire consiste en deux modules. Lors du module 1, le Dr Guillaume Poliquin décrira les caractéristiques du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer BioNTech. Ensuite, il fera un résumé des principales informations sur la manipulation et l'administration de ce vaccin. Lors du module 2, le Dr Jesse Papenburg fera une synthèse des données probantes en milieu clinique du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer BioNTech. Après, il présentera les recommandations du CCNI sur l'utilisation du même vaccin. Il y aura, je vous rappelle, une séance de questions et réponses après les deux modules. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet Q&A, questions et réponses, à tout moment pour soumettre des questions aux conférenciers. Veuillez prendre un moment pour localiser l'onglet questions et réponses. Nous ferons notre possible pour répondre à toutes les questions soumises. La plateforme Zoom offre aussi la possibilité aux participants d'aimer la question de quelqu'un d'autre et ainsi la prioriser par rapport aux autres. Enfin, je vous rappelle que cette activité se déroule en direct et fait l'objet d'un enregistrement qui sera publié sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Sans plus tarder, j'invite le Dr Guillaume Poliquin à se présenter
et puis entamer sa communication. Oui, bonjour tout le monde. Stéphane, tu m'entends? J'entends très bien. Parfait. Parfait. Alors, bonjour virtuel à tous. Merci de prendre quelques moments de vos journées pour assister au webinaire aujourd'hui. Et merci d'ailleurs au CCNMI pour l'invitation et l'opportunité de présenter. Je suis Dr Guillaume Poliquin, je suis le directeur intérimaire général du Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, qui fait partie de l'Agence de santé publique. Et aujourd'hui, pour le premier module, on va se pencher sur le vaccin lui-même, apprendre un peu plus à propos de la technologie, parce que ça aide à comprendre un peu les défis d'entreposage et d'administration du vaccin lui-même. Et ensuite, on va parler de certains de ces points les plus saillants pour l'administration. Et ensuite, Dr. Papenburg va se faire un plaisir de parler des recommandations pour l'utilisation du vaccin une fois reçu. Donc, au point de vue déclaration d'intérêt, je n'ai rien à déclarer. On a parlé un peu des objectifs. Donc, on se lance tout droit dans les caractéristiques du vaccin contre la COVID-19. Spécifiquement, aujourd'hui, on parle du produit de Pfizer-BioNTech. Donc, pour commencer, vraiment, on va juste faire un survol très général, mais utile de la technologie elle-même, parce que le vaccin utilise une technologie qui est très nouvelle comparée aux vaccins traditionnels que l'on administre au travers de nos programmes de santé publique. Et que la technologie est basée sur le transfert de l'ARN messager. L'ARN messager est finalement un intermédiaire entre le matériel génétique d'un virus ou d'une cellule, par exemple, et les protéines et les enzymes qui sont utilisées par nos cellules pour leur activité de tous les jours. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on donne le code intermédiaire pour faciliter la production de l'antigène en question. Donc, ici, on voit une représentation, un diagramme. Donc, le vaccin contient de l'ARN messager ici en forme, qui est enrobé d'une capsule lipidique. On en parle dans quelques secondes. Et cette particule est celle qui est administrée dans le vaccin. Une fois qu'elle est injectée, la particule lipidique ici est capable de fusionner avec une membrane cellulaire, ce qui permet à l'ARN messager de rentrer dans la cellule et de libérer l'ARN messager. Dans le cas du vaccin de Pfizer, c'est l'ARN qui contient le code pour faire la protéine extérieure du SRAS-CoV-2, donc la spicule. Une fois l'ARN messager dans le cytosol de la cellule, elle est prise par la machinerie cellulaire, elle est traduite en protéine, et la protéine, elle, ensuite se rend à l'extérieur de la surface de la cellule, où le système immunitaire la reconnaît et initie la réponse immunitaire et cellulaire et humorale. Donc, un des avantages de l'ARN messager dans ce cas-ci, c'est qu'on peut livrer le code lui-même. Donc, c'est un avantage au point de vue production et ça permet la fabrication très rapide et à très grande échelle de ce type de vaccin. C'est important de noter qu'un des défis, cependant, de cette technologie, c'est que l'ARN messager lui-même, il est très instable. Il a une tendance à se dégrader assez rapidement et aussi, il peut entraîner une activation du système immunitaire s'il est injecté sans protection. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'encapsuler dans ces nanoparticules lipidiques
qui protège l'ARN messager de la dégradation et leur permet de se rendre à l'adresse, à leur destination, donc à l'intérieur de la cellule. Et c'est de là que provient vraiment la complexité de l'administration de ce type de vaccin, car il faut garder ces nanoparticules intactes pendant tout le cheminement et ensuite pendant l'administration pour qu'elles puissent fonctionner telles que conçues. On pense ici que l'eau et l'huile, donc l'eau et les lipides ne font pas bon ménage et donc on veut s'assurer que ces particules ne se déstabilisent pas lors du processus d'administration. Donc ici, en résumé, sont les caractéristiques du vaccin lui-même. Donc, ceci n'est pas une recommandation pour le déploiement du vaccin, mais seulement les caractéristiques eux-mêmes. L'autorisation au Canada s'est faite le 9 décembre 2020 et le groupe d'âge sur l'indication est de 16 ans et plus. Chaque dose de vaccin contient à peu près 30 microgrammes d'ARN messager dans une dose de 3 millilitres, une fois qu'il est dilué. Au point de vue administration, il nous faut 2 doses qui sont à un minimum 19 jours d'intervalle, selon l'autorisation indiquée. Cependant, l'intervalle recommandé Dr. Papenburg va discuter de 28 jours. L'administration est intramusculaire et chaque dose vient en flacon de multidoses qui contiennent chacun 5 doses qui n'ont pas d'agent de conservation à l'intérieur. Et donc, maintenant, on passe à la manipulation du vaccin lui-même. Et voici d'où provient un peu la complexité. Donc, au point de vue entreposage, le vaccin lui-même doit être gardé entre moins 80 et moins 60 degrés. Donc, température ambiante de Winnipeg au mois de janvier. Mais évidemment, il faut créer un réseau de congélateurs à ultra basse température pour pouvoir soutenir un effort de déploiement. Une fois fabriqué, il est stable pour à peu près 6 mois suite à la fabrication. Une fois qu'il est décongelé, le vaccin est capable de maintenir une température, est maintenu à une température d'un réfrigérateur, soit 2 à 8 degrés centigrades, pendant à peu près 5 jours. C'est important de ne pas recongeler le produit, car cela est une des causes potentielles de la déstabilisation des nanoparticules lipidiques. Il faut aussi pouvoir bien protéger le vaccin contre la lumière, car on sait que la lumière peut causer une photodégradation de l'ARN messager. Donc, très, très, très important de pouvoir le garder hors de la portée de la lumière. Heureusement, le diluant lui-même peut être conservé à la température ambiante, ce qui aide un petit peu. Une fois les produits qui sont reçus, il y a 3 options. Donc, la première est de les garder à conserver à très basse température, donc dans un congélateur spécialisé. On peut réapprovisionner le contenant thermique en glace sèche, ce qui peut être fait jusqu'à 5 fois à 5 jours d'intervalle. Il y a des technicalités qui sont associées à ça. La manipulation de la glace sèche doit avoir sa propre formation, mais il faut pouvoir aussi remplacer les indicateurs de température. Et finalement, la dernière option, c'est de mettre le tout au réfrigérateur où il peut être conservé pour 5 jours. Pour le moment, il n'y a pas d'option de transport vers un autre site. On attend encore des renseignements supplémentaires du manufacturier.
En ce qui vient à la décongélation, on se souvient que c'est entreposé à moins 60 à moins 80, donc c'est important de ne pas manipuler les produits à main nue. Et on a deux options pour la décongélation. Ils peuvent être décongelés à température ambiante, ce qui prend à peu près 30 minutes. Il faut aussi, ou on peut le mettre au réfrigérateur. À ce point-là, ça prend à peu près 3 heures pour la décongélation. Une fois décongelé, le vaccin peut être maintenu à température ambiante jusqu'à 2 heures avant d'être mélangé à un diluant. Et on touche sur cette étape dans quelques minutes. Évidemment, dans une clinique à haut volume, c'est important de pouvoir suivre les différentes étapes de température. Donc, on recommande d'inscrire les dates et les heures de décongélation pour pouvoir suivre les échéances comme il faut. C'est important, il y a deux options, soit c'est de prendre la date et l'heure de décongélation ou de changement de température, ou celle à quel point le vaccin ne peut plus être utilisé. C'est important cependant que tout le monde dans une clinique s'entende sur quelle donnée est utilisée pour pouvoir être consistant entre les personnels de soins de la santé. Au travers le processus de décongélation, on voit des fois qu'il peut apparaître des particules amorphes ou un peu blanchâtres. Ceci n'est pas un problème, il est anticipé dans certains cas. Au point de vue temps, je ne vais pas nécessairement passer au travers toutes les étapes ici. Beaucoup d'entre elles sont de bonnes pratiques. On pense à se laver les mains avant de manipuler les différentes étapes et de garder une technique aseptique. Mais les faits qui sont très, très, très importants à se souvenir ici, c'est qu'une fois que le produit est décongelé et prêt à l'utilisation, la première étape est d'inverser le produit doucement à 10 reprises. C'est très, 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 très important de ne pas l'agiter parce que c'est une de ces étapes qui pourrait déstabiliser les particules nanolipidiques. Une fois agité, une fois que le produit a été inversé, il est temps de faire l'étape de dilution, à quel point 1,8 ml de chlorure de sodium, qui est fourni par le fabricant, et injecté à l'intérieur du flacon, très délicatement. Et 1,8 ml d'air est retiré. Et à ce moment-là, il y a une autre étape d'inversement du produit. Encore 10 fois est recommandée et pas d'agitation pour la même raison qu'ultérieurement. Et une fois, on peut vérifier pour une altération de la couleur ou l'apparence de particules. S'il y a des particules d'une couleur un peu blanchâtre, c'est correct. S'il y a une autre altération de couleur, à ce moment-là, mettre le produit de côté. Et une fois que la dilution est faite, il y a 6 heures avant, plutôt une opportunité de 6 heures pour pouvoir administrer les 5 doses à l'intérieur du flacon. Autrement, les doses elles-mêmes seront gaspillées, ce qui est une situation évidemment à éviter, surtout ces temps-ci. Donc, en résumé, il peut être à température ambiante pour 2 heures jusqu'à l'étape de dilution. Une fois dilué, peut être à température ambiante juste pour 6 heures avant l'administration. Vu que c'est un flacon à multidose, on peut préparer les doses tout en même temps et les conserver à l'intérieur de l'aiguille ou de la seringue plutôt pendant la même durée, donc 6 heures.
et on aspire 0,3 millilitres à l'intérieur de la seringue. Et une fois, comme j'ai mentionné, vous pouvez faire ça pour les 5 doses en même temps et les conserver dans la seringue. L'administration du vaccin est par voie intramusculaire dans le deltoïde. Ça, c'est heureusement pour ça, il n'y a pas vraiment de modification de l'approche standard. On rappelle les principes de bonne administration du vaccin en général, d'utiliser des dispositifs de sécurité et de la prévention des blessures par tranchant ou seringue. On se rappelle que la première dose doit être suivie d'une deuxième dose entre 21 et 28 jours plus tard. En cas de retard, en ce moment, il n'y a pas de recommandation de recommencer la série et de juste procéder avec la deuxième dose au moment où l'opportunité se présente. Ici, il y a juste un petit graphique pour se souvenir de la zone d'injection optimale qui est la même que pour les autres vaccins. Donc, on met ça en résumé. Le vaccin doit être entreposé entre moins 80 et moins 60 degrés jusqu'au jour d'administration. Une fois arrivé à un site de déploiement, il peut être soit conservé à cette température, il peut être conservé dans le contenant technique tant qu'il y a assez de glace sèche, ou il peut être ensuite transféré dans un réfrigérateur et conservé entre 2 et 8 degrés pour 5 jours. La dilution se fait avec de la chlorure de sodium qui vient du fournisseur. Une fois à température ambiante, le vaccin peut être conservé pour 2 heures avant l'étape de dilution et 6 heures après la dilution. Et la dose est de 0,3 millilitres avec la seconde dose qui suit de 21 à 28 jours plus tard. Et donc, en rappel, il y a aussi d'autres ressources qui sont disponibles et voici le lien dans la diapositive. Et là-dessus, je vais retourner la parole à Stéphane pour passer au deuxième module et ensuite, je serai disponible pour questions et réponses à la fin de la présentation du Dr. Pappenberg. Merci beaucoup, Dr. Poliquin. Un petit rappel pour nos participants. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment en cliquant sur l'onglet « Questions et réponses » Q&A qui se trouve au bas de votre écran. J'aimerais maintenant inviter le Dr. Jesse Pappenberg à se présenter et entamer sa communication. Je vous donne la parole. Bonjour, je m'appelle le Dr. Jesse Pappenberg. Je suis pédiatre, infectiologue et microbiologiste à l'hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill. Et aussi, je suis membre du CCNE. Donc, je vais juste chercher ma présentation pour partager. Désolé. Bon, je vais devoir partager mon desktop. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des recommandations du CCNE sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech.
Voici mes déclarations de conflit d'intérêts. Et je signale avoir reçu soit des subventions ou des frais personnels de compagnies qui travaillent soit avec le diagnostic, le traitement ou la prévention de différentes infections virales respiratoires, mais aucune de ces subventions ni de ces paiements n'ont été en lien avec la COVID-19. Les objectifs de cette présentation sont de résumer les données cliniques concernant le vaccin de Pfizer-BioNTech et ainsi résumer les recommandations du CCNI sur l'utilisation de ce vaccin. En guise de préambule, je pense que tout le monde est au courant que le 9 décembre 2020, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech au Canada pour les personnes de 16 ans et plus. Et les diapos suivantes vont résumer les recommandations du CCNI sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 disponibles à l'heure actuelle, en particulier celui de Pfizer. Et en ce moment, celui de Pfizer est effectivement le seul qui est disponible présentement. Tous les détails par rapport à la justification, les données probantes à l'appui se retrouvent dans la déclaration du CCNI et en particulier beaucoup de détails dans les annexes de ce document. Donc, je vous invite à le consulter au besoin. Avant de m'embarquer dans les recommandations du vaccin de Pfizer, juste pour vous dire que le CCNI est un organisme consultatif externe de l'Agence de la santé publique du Canada qui, à partir de données probantes, élabore des conseils sur les vaccins dont l'utilisation est autorisée au Canada chez les êtres humains. Le CCNI est composé d'experts de différents domaines, la pédiatrie, les maladies infectieuses, l'immunologie, la pharmacie, soins infirmiers, épidémiologie, pharmacoéconomie, sciences sociales, par exemple l'anthropologie médicale, et santé publique. Les conseils du CCNI sont publiés sous forme de déclarations et toutes ces déclarations sont synthétisées dans le Guide canadien de l'immunisation. Allons parler maintenant des données cliniques concernant le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Alors, en fait, une chose qui a permis à l'avancement rapide de la science de vaccinologie pour la COVID-19, ça a été le fait que plusieurs compagnies ont mis de l'avant des études qui sont encore en cours, mais qui s'agençaient les phases 1, 2 et 3 assez rapidement ou même des fois en parallèle. Et c'est le cas de l'essai pivot de Pfizer-BioNTech, dont le numéro vous voyez ici. Les données probantes sur l'immunogénicité sont disponibles pour des adultes de 18 à 55 ans ainsi que des adultes de 65 à 85 ans. Mais il y a beaucoup moins de données sur l'immunogénicité chez les adultes de plus de 85 ans. Les données probantes sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin sont disponibles pour des adultes de 16 ans et plus, malgré qu'il y avait quelques adolescents de 12 à 16 ans qui étaient inclus dans l'étude. Ces données n'ont pas encore été publiées. Les phases 2 et 3 de l'essai ont fait appel à environ 44 000 participants qui ont été randomisés pour soit recevoir le vaccin ou le placebo dans un ratio 1 à 1. Les données d'essai disponibles à ce jour sont issues d'une analyse intérimaire. En d'autres mots, l'étude est encore en cours. Par conséquent, la durée du suivi n'est pas exacte, mais elle était inférieure à 4 mois après la deuxième dose, donc un maximum de 14 semaines pour tous les participants. Il y a des critères d'exclusion importants pour les études de phase 2 et 3 que nous allons mentionner et qui ont des implications importantes pour les recommandations. Les femmes enceintes et qui allaitaient étaient exclues. Les personnes immunodéprimées présentant une immunodéficience connue ou soupçonnée, ainsi que les personnes qui recevaient des traitements avec une thérapie immunosuppressive aussi étaient exclues. À noter que cette étude incluait les personnes vivant avec le VIH, mais pour qui cette infection était stable. Donc, par conséquent, n'ont pas une immunosuppression significative.
La présence d'un diagnostic clinique antérieur ou d'une infection confirmée par PCR de SARS-CoV-2 ou de COVID-19 était aussi un critère d'exclusion. Les personnes ayant des antécédents d'effets indésirables associés à un vaccin ou à un composant du vaccin étudié ou présentant des contre-indications à une injection intramusculaire n'étaient pas inclus. Et le fait d'avoir reçu des produits sanguins, plasmatiques ou des immunoglobulines dans les 60 jours avant l'administration du vaccin était aussi un critère d'exclusion. Les personnes atteintes de maladies chroniques n'ont pas été exclues de l'étude comme vous allez voir, il y en avait quand même plusieurs. Les personnes qui présentaient une évidence sérologique d'infection de SARS-CoV-2 n'ont pas été exclues. Donc ça, c'est à distinguer d'une personne qui avait qui avait eu un diagnostic confirmé par PCR de SARS-CoV-2. Ces personnes-là étaient exclues, mais les personnes qui avaient eu un test de sérologie positive n'étaient pas exclues. Les essais comptaient un nombre limité de participants des établissements de soins de longue durée, qui sont d'ailleurs quand même un groupe à risque prioritaire. Donc, je pense que le grand titre ici, c'est que dans cet essai clinique, le vaccin de Pfizer s'est révélé efficace à court terme contre la COVID-19 symptomatique et confirmée avec une efficacité vaccinale de 95 %. Et donc, je rappelle ici que l'issue principale de l'étude était une infection symptomatique et confirmée par PCR. Donc, le PCR devait être positif soit 4 jours avant le début des symptômes jusqu'à 4 jours après la fin des symptômes. Et l'efficacité vaccinale, comme vous voyez, de 95 %, a un intervalle de confiance quand même assez restreinte entre 90 et 97 %. L'issue principale est encore évaluée chez les participants selon le critère d'absence de signes d'infection par le SARS-CoV-2 jusqu'à 7 jours après l'administration de la deuxième dose. En d'autres mots, on faisait cette évaluation-là 7 jours après l'administration de la deuxième dose. La plus grande efficacité a été constatée après la deuxième dose. Les réponses immunitaires et cellulaires spécifiques maximales surviennent après justement l'administration de cette deuxième dose. Les données probantes jusqu'à présent sont insuffisantes pour déterminer la durée de la protection du vaccin. On a mentionné tantôt la durée du suivi est quand même limitée. Et aussi, on ne peut pas se prononcer sur son efficacité pour prévenir la mortalité, l'hospitalisation, l'infection asymptomatique, ni la réduction de la transmission du SARS-CoV-2. Mais des études là-dessus se poursuivent. Et juste par rapport à la prévention de l'hospitalisation, il y avait une issue secondaire qui était qu'on appelait une maladie COVID-19 sévère qui incluait des critères chez qui on s'attendrait à ce qu'un patient soit hospitalisé, mais peut-être même plus sévère que les critères d'hospitalisation en tant que tel. Donc, c'est sûr que l'hospitalisation est une issue importante en termes de santé publique et de gestion des soins, mais ça n'a pas été évalué en tant que tel dans cette étude. Et pour ce qui est de l'innocuité, il y avait environ presque 38 000 participants qui ont terminé une période de suivi prédéterminée d'une durée médiane de 2 mois après la deuxième dose. En d'autres mots, presque 20 000 participants ont eu au moins 2 mois de suivi après leur deuxième dose. Il n'y a eu aucun problème d'innocuité sérieux qui a été constaté jusqu'à présent lors de ces essais cliniques. Cependant, les études se poursuivent. Certains événements indésirables étaient très communs, notamment après la deuxième dose. Et on signale qu'il toucherait plus de 10 % des personnes qui reçoivent le vaccin. Cependant, ces effets indésirables étaient légers ou modérés et éphémères, donc ils disparaissaient en quelques jours. Définitivement, l'effet indésirable le plus fréquemment identifié, c'était la douleur au site d'injection. Entre 60 et 80 % des participants, selon la première ou seconde dose et selon l'âge, avaient une douleur au site d'injection. Fatigue, maux de tête étaient les effets indésirables les plus systémiques, les plus fréquemment rencontrés.
douleurs musculaires, frissons, douleurs articulaires et fièvre. Fièvre en particulier était plus fréquent après la deuxième dose. On parle entre 1 et 4 après la première dose et entre 11 et 15 après la deuxième dose, dépendamment du groupe d'âge. En général, les effets indésirables étaient moins fréquemment identifiés chez les personnes qui avaient 55 ans ou plus. Il existe à l'heure actuelle peu de données probantes pour déterminer les différences d'innocuité ou d'efficacité du vaccin entre les personnes qui présentent ou non des signes d'infection antérieure, donc un test sérologique positif pour le SARS-CoV-2 au moment de la vaccination. Ça demeure une question à étudier. Allons maintenant parler des recommandations du CCNI sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19. Le CCNI recommande qu'une série complète, c'est-à-dire 2 doses de vaccin contre la COVID-19, soit proposée aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé sans contre-indication au vaccin. Dans le contexte d'un approvisionnement limité, comme nous le vivons en ce moment, les premières doses du vaccin contre la COVID-19 doivent être réservées en priorité aux principales populations énumérées dans le document « Orientation sur l'administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la COVID-19 ». Et en termes de justification, on sait que le vaccin de Pfizer-BioNTech est très efficace à court terme contre la COVID-19 et on n'a pas relevé de problème d'innocuité jusqu'à présent. L'étude clinique phare a été menée chez les personnes de 16 ans et plus et l'indication quant à l'âge autorisé pour ce vaccin correspond donc à ce groupe d'âge. Des suivis à moyen et long terme sont nécessaires et ils auront lieu. Une autre recommandation par rapport aux mesures de santé publique. Le CCNI recommande que tous les individus continuent d'appliquer les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de l'infection de la transmission du SARS-CoV-2, indépendamment de la vaccination avec le vaccin contre la COVID-19. En ce moment, nous ne disposons pas de données suffisantes sur la durée de la protection conférée par les vaccins contre la COVID-19. Non plus, on ne connaît pas leur efficacité dans la prévention des infections asymptomatiques et leur efficacité à réduire la transmission du SARS-CoV-2. Il aussi à noter qu'il n'existe aucune donnée probante concernant l'utilisation prophylactique du vaccin contre la COVID-19 après exposition à un cas symptomatique ou à un cas confirmé. Par rapport aux recommandations vis-à-vis d'une infection antérieure, le CCNI recommande qu'une série complète de vaccins contre la COVID-19 soit proposée aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé sans contre-indication au vaccin qui ont déjà eu une infection par le SARS-CoV-2 confirmée par PCR. Mais dans le contexte d'un approvisionnement limité, les premières doses peuvent être réservées en priorité aux personnes qui n'ont pas eu d'infection par le SARS-CoV-2 confirmé par PCR. En ce moment, les données probantes sur ce groupe ne sont pas présentes, mais le niveau de protection conféré par une infection et le niveau de protection qui est conféré par une infection antérieure est inconnu. Malgré le fait qu'il y a quand même relativement peu de réinfections qui ont été documentées jusqu'à date et la grande majorité ne sont pas particulièrement sévères. Et la grande majorité de ces réinfections ont lieu après 3 mois après la primo-infection. Donc, pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'avoir subi un test de dépistage d'une infection antérieure, c'est-à-dire un test d'anticorps pour le SARS-CoV-2, pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. La vaccination, toutefois, peut être reportée de 3 mois après une infection confirmée par PCR parce que les réinfections signalées à ce jour au cours des 3 premiers mois qui suivent la première infection ont été rares. Tous les symptômes d'une maladie aiguë doivent avoir complètement disparu avant la vaccination pour une personne qui a une infection PCR confirmée. Par rapport aux personnes immunodéprimées, le CCNI recommande de ne pas proposer le vaccin contre la COVID-19 aux personnes immunodéprimées en raison d'une maladie ou d'un traitement immunosuppresseur, ni à celles qui souffrent de maladies auto-immunes jusqu'à ce qu'il y ait davantage de données probantes dans ces populations.
Toutefois, une série complète de vaccins contre la COVID-19 peut être proposée aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé de cette population si une évaluation des risques révèle que les avantages l'emportent sur les inconvénients possibles en ce qui concerne la personne et si le consentement éclairé comprend une discussion sur l'absence de données probantes concernant l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 dans cette population. Ça, c'est une recommandation facultative. La justification tient du fait que les personnes immunodéprimées ont été exclues des essais. Il y a un manque de données probantes sur l'efficacité et l'innocuité du vaccin dans ce groupe. Les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont considérées comme immunocompétentes peuvent toutefois être vaccinées. Maintenant, par rapport à la grossesse et l'allaitement, le CCNI recommande qu'un vaccin contre la COVID-19 ne soit pas proposé aux femmes enceintes avant la fin de leur grossesse, jusqu'à ce qu'il y ait davantage de données probantes. Ça, c'est une forte recommandation. Toutefois, une série de vaccinations complètes peut être proposée aux femmes enceintes appartenant au groupe d'âge autorisé si une évaluation des risques révèle que les avantages l'emportent sur les inconvénients possibles en ce qui concerne la femme et son fœtus. Et si le consentement éclairé comprend une discussion sur l'absence de données probantes concernant l'utilisation de ce vaccin dans cette population. Recommandation facultative. Et la même recommandation s'applique à l'allaitement. Donc, en somme, toute femme enceinte ou allaitante au moment de la vaccination a été exclue des essais. Il y a donc un manque de données probantes sur l'efficacité et l'innocuité dans ce groupe. Maintenant, parlons des enfants et des adolescents, la population qui me tient le plus à cœur. Le CCNI recommande de ne pas proposer de vaccin contre la COVID-19 aux personnes qui n'appartiennent pas au groupe d'âge autorisé. Forte recommandation. Toutefois, une série complète de Pfizer-BioNTech peut être proposée aux personnes de 12 à 15 ans qui, à la fois, courent un risque très élevé de subir des graves conséquences de la maladie et qui courent un risque d'exposition accrue. Et ce, pourvu que le consentement éclairé de la personne et du parent ou du tuteur comprenne une discussion sur l'insuffisance de données probantes concernant l'utilisation de vaccins contre la COVID-19 dans cette population. Recommandation facultative. Un très petit nombre d'adolescents de 12 à 15 ans ont été inclus dans l'étude après le début de ces essais, mais ils n'ont pas été inclus en ce qui concerne les données probantes sur l'efficacité. Contre-indication pour le vaccin. Il est contre-indiqué chez les individus ayant des antécédents d'anaphylaxie après une administration précédente du vaccin. Les personnes ayant des antécédents de réaction allergique grave à un composant de ce vaccin contre la COVID-19 ne doivent pas recevoir ce vaccin. En particulier, le polyéthylène glycol est un allergène potentiel du vaccin connu pour provoquer des réactions d'hypersensibilité de type 1. Dans le cas où l'on soupçonne une hypersensibilité ou une allergie non anaphylactique aux composants du vaccin contre la COVID-19, une enquête est recommandée qui peut mener à une immunisation dans un milieu contrôlé. Il est alors conseillé de consulter un allergologue. S'il existe une préoccupation particulière concernant une potentielle allergie à un composant du vaccin de la COVID-19, une période d'observation post-vaccinale prolongée de 30 minutes plutôt que de 15 peut être justifiée. Précaution, chez les individus atteints d'un trouble hémorragique, cette affectation devrait être prise en charge de façon optimale avant l'immunisation afin de réduire au minimum le risque d'hémorragie. Toutefois, les individus qui reçoivent une anticoagulation à long terme ne sont pas considérés comme étant exposés à un risque plus élevé de complications hémorragiques après une immunisation. Ils pourraient donc être vaccinés de façon sécuritaire sans interrompre leur traitement par anticoagulant. Par mesure de précaution et compte rendu de la nécessité de pouvoir surveiller les effets indésirables du vaccin contre la COVID-19 sans risque de confusion avec les symptômes de la COVID-19 ou d'autres maladies coexistantes, il serait prudent et avisé, je crois, d'attendre que tous les symptômes d'une maladie aiguë aient complètement disparu avant d'administrer un vaccin contre la COVID-19. La vaccination des individus qui pourraient être actuellement infectés par le SRAS-CoV-2 ne devrait pas avoir d'effet néfaste sur la maladie. Toutefois, la vaccination devrait être retardée chez les individus symptomatiques atteints d'une telle infection confirmée ou suspectée, ou chez ceux qui présentent des symptômes respiratoires, afin d'éviter d'attribuer toute complication découlant de l'infection par le SRAS-CoV-2 à des effets secondaires liés à la vaccination, et aussi pour réduire au minimum le risque de transmission de la COVID-19 dans une clinique ou un centre de vaccination.
Si la manifestation des symptômes est détectée chez une personne à son arrivée sur les lieux, il faudrait lui dire de suivre les mesures de santé publique locales en vigueur. Pour ce qui est de l'administration du vaccin, Dr. Polky en a déjà parlé pas mal, mais j'aimerais juste indiquer que c'est quand même un volume de dose qui est un peu irrégulier pour les vaccins, seulement 0,3 millilitres. Il faut faire attention lorsqu'on utilise le vial multidose. L'intervalle minimum est de 19 jours. L'intervalle autorisé était de 21 jours. Et je crois qu'il y avait peut-être une petite erreur de traduction dans une des diapos du Dr. Polky. Le NACI dit qu'il peut avoir un intervalle de substitution de 28 jours. Donc, de façon alternative, si ça facilite l'administration, 28 jours pourrait être considéré comme un intervalle entre les deux doses, mais l'intervalle autorisé et recommandé est de 21 jours. Le même produit vaccinal devrait être utilisé pour terminer la série de vaccination. Il n'est pas nécessaire de procéder à des tests sérologiques ni avant ni après la réception d'un vaccin pour évaluer soit la susceptibilité de l'individu au SARS-CoV-2 ou sa réponse immunitaire au vaccin. Les vaccins contre la COVID-19 ne doivent pas être administrés simultanément avec d'autres vaccins, que ce soit des vaccins vivants ou inactivés, à ce stade-ci, à moins que d'autres vaccins ne soient nécessaires pour une prophylaxie post-exposition spécifique. Les vaccins contre la COVID-19 ne doivent pas être administrés simultanément avec des anticorps monoclonaux ou du plasma convalescent. Maintenant, contre la période entourant la vaccination, le CCNI recommande de ne pas systématiquement utiliser des analgésiques ou des antipyrétiques prophylactiques oraux, par exemple l'acétaminophène ou l'ibuprofène, avant ou au moment de la vaccination. Mais leur utilisation ne constitue pas une contre-indication à la vaccination non plus. Il n'existe actuellement aucune donnée probante sur le bienfait de l'administration d'analgésiques oraux pour la prévention de la douleur causée par l'injection du vaccin ou des réactions systémiques. Les analgésiques ou antipyrétiques oraux peuvent être envisagés pour la prise en charge d'effets indésirables chez la personne qui a été vaccinée. Donc, je tiens évidemment à souligner tous les efforts de la composition du CCNI, des membres qui soient des membres, les représentants de liaison, les représentants d'office, ainsi que tout le secrétariat qui a fait un travail extraordinaire pour produire ces documents aussi rapidement et avec autant de qualité. Et en particulier, le groupe du travail sur les vaccins contre les maladies infectieuses à haut risque du CCNI s'est penché sur ces documents aussi. Il y a d'autres ressources additionnelles que vous pourriez aller consulter sur le web qui appartiennent au CCNI. Merci beaucoup, Dr. Papenburg. On passe maintenant à la séance de questions-réponses. Mais avant, j'aimerais juste rappeler aux participants qu'on a pris un tout petit peu de retard. Et si jamais vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin, vous pouvez retrouver un enregistrement de ce webinaire sur le site web du CCNMI, donc ccnmi.ca, et aussi on y mettra les diapositives de nos deux conférenciers. Je vous rappelle aussi que pour poser des questions, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet questions et réponses, donc Q&A, qui se trouve au bas de votre écran, et que vous pouvez aussi aimer la question de quelqu'un d'autre et celle-ci sera priorisée par rapport aux autres. Je vous invite également à indiquer à qui votre question est destinée, si c'est possible. Pour les participants qui nous suivent en streaming, veuillez soumettre vos questions par courriel à ncci@humanitoba.ca. Alors, pour notre première question, si la deuxième dose est administrée plus de 28 jours après la première, est-ce tout de même efficace? J'aimerais aussi demander, Dr. Papenburg, je demanderai aussi à Dr. Poliquin de réactiver sa vidéo et son microphone, si ce n'est pas déjà fait.
Donc, par rapport à l'intervalle de dosage entre les deux doses, c'est sûr qu'on n'a pas de données pour des doses qui ont été administrées avec plus de 28 jours d'intervalle. Donc, on ne connaît pas l'efficacité du vaccin dans ce contexte-là. Toutefois, le CCNI recommande que dans un tel contexte, la deuxième dose soit administrée le plus rapidement possible. Donc, ce ne serait pas une contre-indication. Il faudrait juste compléter la série vaccinale le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Et juste pour ajouter, allez-y. On ne recommencerait pas la série non plus. D'accord. Prochaine question. Le vaccin est-il contre-indiqué chez les personnes ayant déjà reçu un résultat positif à la COVID-19 et dont les manifestations de la maladie sont résolues? S'il n'est pas contre-indiqué, y a-t-il un délai entre la résolution des symptômes et la première dose à respecter? Donc, je pense, comme on disait tantôt dans la présentation, effectivement, on n'a pas de données sur l'efficacité du vaccin chez des personnes qui ont déjà eu une COVID-19 confirmée par PCR. Toutefois, en ce moment, nous recommandons que toute personne avec un PCR positif pour la COVID-19 soit offert le vaccin et la série complète vaccinale. Et puis, une fois que les manifestations de la maladie sont résolues, il n'y a pas de durée additionnelle avant de vacciner qui est recommandée. Mais toutefois, sachant que les réinfections sont très rares dans les 3 mois suivant une primo-infection, l'individu peut attendre ce délai de 3 mois et ça devient un choix avec le prescripteur et l'individu. Merci. Prochaine question. Quelle est l'efficacité du vaccin avec seulement la première dose? Il y a 5 personnes qui ont aimé cette question. Encore là, c'est une excellente question et l'étude de Pfizer permet d'évaluer pas vraiment l'efficacité d'une seule dose, mais permet d'évaluer l'efficacité entre la première dose et la deuxième dose, parce qu'évidemment, tout le monde dans l'étude recevait les 2 doses. Et l'efficacité était moins grande, c'était, je pense, 52% dans cet intervalle. Mais on ne connaît pas l'efficacité ni la durée de protection qui serait offerte par une seule dose. D'accord. Dr. Poliquin? Oui, non, c'était exactement ce que j'allais dire. C'est de façon mécanique, c'est difficile d'évaluer à ce moment, mais en général, oui, c'est juste une question inconnue à ce moment. Parfait. Alors, prochaine question. Est-ce que le vaccin est donné chaque année par la suite ou les 2 premiers vaccins sont suffisants? Qu'est-ce qu'on en sait sur l'avenir? Donc, c'est une question qui est ouverte en ce moment. On n'a pas de données sur la duration de l'immunité au-delà des 2 semaines après la deuxième dose dans les études qui ont été faites jusqu'à date. Évidemment, c'est une question qui est suivie de près. Donc, il y a 2 aspects à cette question. Le premier aspect, c'est le vaccin lui-même et la durée de l'immunité qui est conférée par le vaccin. Et la deuxième question, c'est quel type de changement on pourrait anticiper dans le virus lui-même qui rendrait le vaccin moins efficace dans les mois ou années à venir. De ce côté, ça, c'est quelque chose qui est surveillé de très près. On a vu dans les médias, certains ont vu les rapports d'une nouvelle variante du virus au Royaume-Uni cette semaine. Jusqu'à date, les variations qu'on a observées n'affectent pas la région qui est ciblée par les vaccins. Donc, c'est rassurant pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on suit de près. Merci beaucoup. Il y a eu des informations à l'effet qu'une seule dose du vaccin protège à 80%. Si c'est le cas, ne ce serait pas mieux de donner une seule dose du vaccin, ce qui permettrait de doubler la population vaccinée avec un nombre limité de vaccins?
Oui, écoutez, c'est sûr que ça aurait été une approche intéressante, mais si on avait les données, mais premièrement, tel que mentionné, dans l'étude Pfizer, ça tournait autour de 50 quelques pourcents pour l'efficacité après la première dose, mais avant la deuxième dose. Et on n'a pas de données par rapport à une personne qui recevrait uniquement une dose et de combien de temps cette efficacité vaccinale perdurerait. 80 je crois que ces données-là viennent pour le vaccin de Moderna, qui est aussi un vaccin ARN. Donc, ça, c'est un peu différent pour les données préliminaires que nous avons pour Moderna. Donc, en ce moment, non, ce n'est pas une option de pouvoir vacciner uniquement avec une dose afin de doubler la population atteinte par le vaccin. Merci. Quel est le délai entre le vaccin COVID-19 et un autre vaccin? Donc, le délai respecté entre deux vaccins vivants ou non? Je ne sais pas si Dr. Poliquin voudrait répondre à cette question. Entre le vaccin. Oh, donc, en pré-vaccination, donc c'est 4 semaines de minimum avant. Donc, un vaccin reçu, on recommanderait un délai de 4 semaines avant de recevoir le vaccin. Formidable. Oui, je préciserais juste que c'est pour un vaccin vivant atténué, ce serait 4 semaines et sinon, ce serait 2 semaines pour les autres vaccins. 2 Par semaines exemple, pour les autres. vaccin influenza inactivé. Parfait. Alors, on va passer à une autre question. Il y a une question sur quand est-ce que c'est prévu de commencer les vaccinations. Donc, ça va dépendre de chaque province, je crois. Mais sinon, on peut y revenir plus tard. Est-ce qu'une personne ayant déjà fait un syndrome de Guillain-Barré a des restrictions, quelqu'un qui a eu dans les années antérieures de la chimiothérapie, mais qui est en rémission? Donc, c'est des questions très, très, très précises. Docteur Pappenberg, vous voulez Oui. vous y Pour ce lancer? d'un syndrome de Guillain-Barré, je crois qu'en ce moment, les recommandations, ce n'est pas une contre-indication en tant que telle. Par exemple, à moins que le Guillain-Barré ait été associé à un vaccin antérieur. Donc là, ça serait à consulter avec des spécialistes. Et pour ce qui est de la chimiothérapie, en fait, si la personne n'est pas considérée comme immunodéprimée en ce moment, elle peut recevoir le vaccin. Parfait, merci. Est-ce qu'une utilisation récente d'un corticostéroïde est une contre-indication au vaccin? Euh, Peut-être docteur Poliquin. Je pense que Dr. Papenburg est probablement mieux OK. pour celle-là. Euh, Le CCNI n'a pas donné n'a pas été spécifique par rapport à quel type de traitement immunosuppresseur pourrait être une contre-indication, mais on dit plus globalement qu'un traitement immunosuppresseur est une contre-indication. Là, je comprends que je me suis répété, mais donc je pense que des doses élevées de stéroïdes, donc plus de 20 mg par jour ou 2 mg par kilo par jour pendant 2 semaines, serait considéré comme un immunosuppresseur significatif et je crois que ce serait une contre-indication telle que décrite dans le document du CCNE. D'accord, merci. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé jusqu'à aujourd'hui des vaccins à ARN au Canada ou aux États-Unis? Dr. Poliquin, peut-être? Oui, donc la technologie pour les vaccins à ARN est relativement très récente. Donc, il y a eu plusieurs programmes de développement comme vraiment précliniques qui remontent à peut-être une décennie, mais la technologie elle-même est assez complexe et la manière de protéger l'ARN messager lui-même et ensuite de la livrer à l'intérieur de la machinerie cellulaire a pris plusieurs années de peaufinement, si vous voulez, avant de pouvoir passer aux essais précliniques dans les animaux. Les vaccins candidats à l'ARN messager qui ont été les plus avancés avant cette pandémie étaient ceux pour le Zika. On se souvient d'un des événements
d'infectiologie récents. À ce moment-là, beaucoup de candidats avaient été développés et certains essais cliniques de phase 1 avaient procédé. Mais vraiment, c'est la première opportunité de vraiment les déployer à grande échelle. Excellent, merci. Prochaine question. La production des protéines virales est-elle limitée dans le muscle au site d'injection ou y a-t-il des tissus ailleurs qui reçoivent le ARN messager par voie sanguine qui en produisent? Le docteur, en tout cas, ou docteur Poliquin, docteur Papenberg? Oui, donc la plupart de l'expression se développe au site d'injection. Il est possible que les nanoparticules puissent se déplacer un petit peu au travers la voie sanguine ou la voie lymphatique, mais ces particules ne sont pas particulièrement stables, comme on a discuté d'avance. Donc, c'est vraiment au site d'injection qu'on voit le plus d'expression de la protéine. Une des questions reliées qui est pas souvent posée, c'est combien de temps est-ce que la protéine est exprimée. Donc, l'ARN messager lui-même ne peut pas être reproduit par le corps humain ou les cellules humaines. Donc, la quantité qui est injectée est celle qui reste et en général, elle est juste présente de 7 à 10 jours à la suite de l'injection et après ça, elle est dégradée de façon naturelle. Excellent, merci beaucoup. Prochaine question. Dans les médias, on a mentionné qu'une allergie anaphylactique à la pénicilline était une CI au vaccin de Pfizer 1. Vous pouvez m'aider avec... Contre-indication, oui. Contre-indication, merci. Je ne suis pas expert en maladies infectieuses. Allez-y, docteur Papenberg. En fait, ce n'est pas une contre-indication, c'est plutôt une précaution, qui est une réaction allergique à tout médicament qui peut être donné par intraveineuse. Et à ce moment-là, on suggère une période d'observation de 30 minutes au lieu de la période d'observation habituelle de 15 minutes. Excellent. Merci. Encore une petite question, je crois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur l'administration du vaccin chez les patients qui reçoivent des anticorps monoclonaux pour le traitement d'un cancer? Ces patients ne sont pas nécessairement immunosupprimés. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça rentre vraiment dans chaque anticorps monoclonal un effet ou un target différent qui peut avoir une influence sur le système immunitaire ou pas. Donc, c'est vraiment à en discuter avec le cancérologue, mais c'est vraiment, je reviens au fait que le patient doit recevoir un traitement immunosuppresseur pour que ce soit une contre-indication. Parfait, merci. Encore une petite question. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de mutations virales en rapport avec les vaccins à ARN messager? Docteur Poliquin. Donc, excellente question. On suit ça de proche. Donc, l'ARN messager est traduit en donc la protéine S, la spicule. Et à l'intérieur de cette protéine, il y a des cibles qui sont particulièrement attrayantes pour le développement des vaccins. Donc, il y a plusieurs mutations qu'on observe chez les virus qui on dit sont silencieuses. Ils n'affectent pas la forme ou la configuration de la protéine et ne sont pas particulièrement concernantes au point de vue d'un vaccin. Dans ce cas-ci, on est vraiment à la recherche de mutations qui affectent ces zones qui sont ciblées par le vaccin. Et jusqu'à date, rien de concernant n'a été observé, mais au travers plusieurs efforts de surveillance génétique des virus, non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger, la santé publique mondiale est à l'affût de ces mutations. Super, merci beaucoup. Malheureusement, on n'arriverait pas à répondre à toutes les questions, mais encore une toute petite dernière pour le Dr Papenberg.
Que faire en cas de deuxième dose manquée? Donner la deuxième dose le plus rapidement possible. D'accord, formidable. J'aimerais remercier nos deux conférenciers. Et puis, un petit instant, j'arrive à la fin de mon... Voilà, on a énormément appris sur ce nouveau vaccin. Merci beaucoup, Dr. Poliquin, Dr. Papenburg, pour un excellent webinaire. J'aimerais également remercier nos collègues à l'Agence de la santé publique du Canada pour leur collaboration dans la préparation de ce webinaire. Un gros merci aussi à toute l'équipe du CCNMI. Et à vous, les participants, merci à chacun d'entre vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. J'espère que les informations présentées aujourd'hui seront utiles, peu importe le rôle que vous jouez dans le système de santé en ces temps de pandémie. Enfin, je vous invite à remplir une courte évaluation sur la qualité de notre prestation. Vous pouvez également nous faire part de vos impressions en nous écrivant à ncciz@humanitoba.ca. Les informations recueillies nous permettront de mieux planifier nos activités. Et un dernier rappel, vous pouvez vous rendre sur le site du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, ccnmi.ca, pour accéder aux diapos des deux conférenciers ainsi que à l'enregistrement de ce webinaire. Merci et au revoir.